Les rêves. Nous rêvons tous quand nous dormons. Parfois, nous nous souvenons de nos rêves et parfois non. Mais que se cache-t-il derrière le mystère des rêves? Nous allons explorer cela. Les rêves nous ont toujours fascinés par leur mystère de paradoxe, reflétant parfois des vérités plus profondes, parfois semblant être un non-sens, et tous s'entremêlant comme un creuset plus profondément. Un rêve nous donne un aperçu de ce qui se passe derrière le rideau, sous le tableau de bord, dans notre psychisme subconscient ou superconscient. Alors s'il vous plaît, rejoignez-moi pour discuter des rêves et découvrir une dimension de vous-même qui reste souvent cachée en surface. Les rêves de la nuit des temps nous ont toujours mystifiés. Qu'est-ce qu'un rêve? Beaucoup de rêves dont nous ne nous souvenons même pas. Nous nous souvenons juste que quelque chose s'est passé. Et ceux dont nous nous souvenons sont souvent enchevêtrés, enchâssés, dissimulés par toutes sortes de paradoxes. D'où viennent-ils ces rêves? Et que nous disent-ils? Que nous apprennent-ils? C'est ce que nous allons explorer. Et brièvement, juste en guise d'introduction, nous savons tous que nous avons notre esprit conscient et notre superconscient, ceux dont nous n'avons pas conscience, mais qui se trouvent derrière le rideau ou sous le tableau de bord. Et un rêve, en effet, est un aperçu d'une partie plus profonde de notre esprit, où les choses ne sont pas nécessairement toujours rationnelles et structurées, comme c'est le cas lorsque nous sommes éveillés et pensons de manière structurée et organisée. Ainsi, le simple fait qu'il ne soit pas organisé, le simple fait qu'il soit un enchevêtrement de tant d'éléments différents, souvent un récit qui combine toutes sortes de cela, est lui-même la révélation d'une réalité qui n'est pas définie par les structures qu'il compose. Nous y sommes tellement habitués, et cela fait partie intégrante de la mystique des rêves. Commençons donc par une déclaration talmudique qui dit ce qui suit. Il n'y a pas de rêve sans absurdité. D'un autre côté, chaque rêve a un avant-goût et nous donne un aperçu d'une réalité plus profonde. Le problème est qu'ils se mélangent tous et qu'il est difficile de distinguer ce qui est absurde de ce qui ne l'est pas. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui sont obsédés par les rêves et qui ont du mal à prendre soin de leur vie lorsqu'ils sont éveillés. Il faut donc aussi replacer cela dans son contexte, se concentrer uniquement sur les rêves et non sur la conscience. Les heures d'éveil peuvent également constituer une distorsion. Il faut donc que les choses soient équilibrées. Ainsi, la façon dont les kabbalistes, les mystiques, expliquent la psychologie de la psyché humaine est qu'elle comporte généralement deux dimensions. Il y a le moi conscient, et je vais l'appeler le moi superconscient. Certains psychologues utilisent le mot inconscient ou subconscient. Utilisons superconscient et subconscient. Cela précède la conscience, ce qui signifie que dans notre esprit, il y a ce dont nous sommes conscients, ce dont vous êtes conscient en ce moment, en m'écoutant parler, ou d'autres choses que vous lisez, ou des conversations que vous avez, ou simplement de votre processus de pensée générale, c'est votre vie consciente. Maintenant, conscient ne signifie pas que vous en êtes conscient à chaque instant, mais c'est toujours accessible. Écoutez, nous avons des millions d'idées en tête. Vous n'y accédez pas tout le temps, mais pensez-y comme à votre disque dur. Ce que vous avez à faire est d'appuyer sur un bouton. Vous dites « Oh, je veux penser maintenant à quelque chose auquel j'ai commencé à penser hier, ou il y a 1 an, il y a 10 ans. » C'est la conscience. La différence est-il conscient? Est-il actif? Nous l'appellerons conscience active, ou est-ce une conscience inactive? Mais il y a ensuite une autre dimension, celle de la superconscience. Cela reste toujours en coulisses. Cela peut inclure des événements positifs ou traumatisants de l'enfance dont vous ne vous souvenez même pas, mais dont vous voyez l'effet sur votre vie. Cela inclut, en général, une étape qui précède la conscience comme l'expliquent les capitalistes. Juste pour donner une analogie, pensez à un robinet d'eau. L'eau s'écoule donc du robinet, mais elle ne vient pas de là. Il provient des tuyaux qui se connectent au réseau principal, qui se connectent à un réservoir,
qui tirait lui-même l'eau de pluie ou quelle que soit la manière dont elle était collectée. Donc, au niveau conscient, c'est l'eau qui coule du robinet. Le superconscient ne se voit pas. Alors, quand vous pensez à une idée, vous vous demandez d'où vient cette idée. Et je ne parle pas d'une idée qui est déjà entrée dans la conscience inactive ou active. D'où est venue cette idée? Comme un éclair. Cela vient d'un endroit mystérieux. Nous appelons cela le superconscient, la sagesse cachée. Juste pour donner un exemple contemporain, je me souviens avoir lu un livre, je pense qu'il s'appelait « Storming Heavens », l'histoire d'amour de l'Amérique ou la romance avec le LSD. Vous verrez dans un instant la connexion. C'était donc à la fin des années 40, un professeur, il était chimiste, il travaillait chez le docteur Albert Hofmann et il cherchait une drogue qui induirait ou simulerait la folie, ce qu'on appelait la folie à l'époque. Aujourd'hui, nous appellerions cela un déséquilibre chimique ou d'autres noms pour désigner des problèmes de santé mentale. Il cherchait quelque chose et essayait de créer une drogue synthétique qui pourrait le provoquer. Maintenant, vous ne pouviez pas expérimenter sur n'importe qui. Alors il a expérimenté mentalement sur lui-même. Et lui, ce qu'il a fait, parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, il était toujours en danger. Il pourrait prendre quelque chose qui le tuerait réellement. Il avait donc le magnétophone, aussi bien dans son laboratoire qu'à son domicile, ainsi que des cahiers. Ainsi, au cas où quelque chose se produirait, une sorte de changement de conscience, il enregistrerait et rédigerait immédiatement des notes tant qu'il serait conscient. Ainsi, quoi qu'il arrive, il y aurait une trace de « ce qui s'est passé ». Eh bien, pour faire court, il a expérimenté et il est finalement parvenu à un certain type de combinaison chimique qui sera plus tard appelé LSD, qui est un acronyme pour les produits chimiques qu'il avait mélangés. Et il allait déjeuner quand il a ingéré ce produit chimique. Et la façon dont il le documente est qu'il roulait à vélo dans un très beau paysage. Il y avait des haies des deux côtés. C'était un chemin qui passait par de très nombreux arbres et haies. Et alors qu'il rentrait chez lui, alors qu'il conduisait, qu'il faisait du vélo, il sentit soudain un changement. Il regarde autour de lui et les haies commencent à vibrer. Et il regarda le ciel et le ciel commença à changer de couleur. Et petit à petit, il vivait cette première expérience psychédélique et il était complètement époustouflé. Au moment où il est rentré chez lui, il était dans un état de stupeur. Il a allumé l'enregistreur et a pris des notes, tout ce dont il était capable, puis il s'est évanoui. Mais ensuite, il a vraiment été réanimé. C'était la première expérience avec le LSD. Ce qu'il a écrit, et je ne me souviens pas des détails, c'est que pour lui, c'était un aperçu du superconscient. Il n'a pas utilisé le mot superconscient, où les choses fondent et non pas les structures régulières auxquelles nous sommes habituellement habitués. Un exemple que j'ai donné plus tôt à propos du robinet. Quand le robinet est ouvert, il est régulé, il est jaugé, il coule de manière très organisée. Mais dans les coulisses se cache ce réservoir d'eau. Ce n'est donc pas un gros fouillis, mais c'est bien plus grand que le flux conscient, qui est un flux limité auquel nous pouvons nous identifier. Notre esprit conscient est comme un robinet. C'est en fait une réalité limitée. Mais le fait est que nous ne pouvons pas exister dans le supraconscient car cela serait trop écrasant. Et voyez-vous, dans un sens, quand nous disons qu'il y a une frontière très mince entre la folie et le génie, que disons-nous? Nous disons essentiellement que la folie, ce sont des choses tellement désorganisées qu'elles vous submergent. Le génie est que le canal est ouvert, le robinet est ouvert, mais pas au point où il se brise et commence tout juste à déborder. Vous savez, quand vous voyez un robinet tomber en panne, alors il est inondé. Mais disons que c'est presque au point d'être inondé, on fait un petit pas en avant et ça tourne à la folie. Autre exemple, vous avez peut-être vu cette conférence TEDx dans le livre The Stroke of Genius d'un neuroscientifique. Et elle parle de son accident vasculaire cérébral. Elle s'est orientée vers les neurosciences parce que son frère souffrait de schizophrénie. C'était donc sa passion, vouloir comprendre l'esprit. Et puis, elle a eu un accident vasculaire cérébral,
un accident vasculaire cérébral qui a touché son cerveau gauche. Et par conséquent, le cerveau droit fonctionnait, mais pas le cerveau gauche. Maintenant, la différence entre le cerveau gauche et le cerveau droit, explique-t-elle, le cerveau gauche réside dans les détails. Prenons un exemple. Lorsque vous vous brossez les dents, vous avez une brosse, vous avez vos doigts, vous avez votre bouche. Si vous êtes sur le cerveau gauche, a-t-elle dit, j'étais capable de voir la brosse à dents, le dentifrice, mais je ne pouvais pas les prendre parce que je ne pouvais pas me concentrer sur les détails. Le cerveau droit relie tout. Donc, en fait, lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons à deux égards. Il y a les détails qui sont nécessaires. Mais il y a ensuite le lien. Comme se brosser les dents, ce n'est pas seulement se brosser les dents. Ce n'est pas seulement prendre une brosse. C'est porter le pinceau à votre bouche. Il y a quelque chose qui doit créer une séquence. Si vous aviez seulement des détails, ils seraient tous déconnectés. La vie est donc en grande partie une combinaison de détails, mais il existe ensuite ce qu'on appelle un conglomérat, une synergie entre les détails. Le cerveau droit se concentre sur la synergie, le cerveau gauche se concentre sur les détails. Et il vous faut les deux. Vous avez besoin d'une vision pour construire une maison, mais vous avez ensuite besoin de briques, de mortier et de tous les détails pour la construire. L'un sans l'autre fait défaut. Ainsi, avec un être humain en bonne santé, ils travaillent tous les deux ensemble. Dans un sens, le pic dans le cerveau droit vous donne une idée de l'endroit où tout se fond en un seul, où vous voyez simplement l'unité des choses. Eh bien, ramenons-le au rêve. Un rêve est un aperçu de ce superconscient. C'est ça, un rêve. Et c'est justement pour cela que cela n'a pas de sens pour nous, parce que nous sommes habitués à structurer. Si quelqu'un vous le disait tout de suite, lisez un livre de 500 pages en 1 minute, vous diriez « Non, je ne peux pas le lire en 1 minute ». Je ne parle pas seulement de la vitesse de lecture. Le processus de notre esprit se déroule ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre, jusqu'à ce que nous terminions l'histoire, le récit. C'est ainsi que l'esprit est capable de contenir les choses. Si d'une manière ou d'une autre, l'esprit n'avait pas ce compartimentage, nous deviendrions fous. À bien des égards, la dépression et les niveaux élevés d'anxiété sont en quelque sorte un déséquilibre chimique. Qu'est-ce qu'un déséquilibre chimique? Considérez l'esprit comme des compartiments. Quelque chose de vraiment négatif arrive à quelqu'un. Une perte, une mort, un traumatisme. Donc pour le moment, nous sommes dépassés et choqués, très difficile à fonctionner en cas de traumatisme. Que se passe-t-il avec le temps dans la guérison, la catharsis, pour que nous commencions à compartimenter? Une perte, un décès, survenu il y a 1 an, il y a 2 ans. Oui, c'est toujours dans notre conscience inactive ou active, mais le compartimentage de nos produits chimiques nous permet de le laisser reculer et nous pouvons nous concentrer sur d'autres choses de la vie. Ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, le SSPT. Ce qui se produit. Le traumatisme vit toujours avec vous. Cela signifie que les compartiments ne sont pas complètement compartimentés. Nous avons besoin de compartimentation pour être sains d'esprit. D'une certaine manière, une conscience limitée est essentielle à notre propre santé mentale, car nous devons être capables de dire « Ok, c'est arrivé, c'est vrai ». Ce fut une expérience très négative, mais maintenant je n'en suis plus là. Donc, en général, la vie est basée sur une structure. Alors oui, vous avez des souvenirs et vous avez un récit général, mais il entre dans les détails. Le cerveau gauche, le cerveau droit, et nous avons besoin des deux. Si quelqu'un se trouve dans un endroit sans compartiment, il ne peut tout simplement pas fonctionner. C'est là que les esprits s'emballent. Ils le perdent complètement parce qu'il se passe tellement de choses. Le revers de la médaille est que les gens compartimentent très bien. Le génie, ou n'utilisez pas le mot génie, les gens qui sont plus intelligents ou dont l'esprit travaille de manière plus efficace, ils ont les 2 compartiments. Mais les compartiments ne sont pas aussi étroits, donc ils ne sont plus très bien maintenant. Ils connectent très bien les choses,
mais pas au point de perdre les compartiments. Ainsi, comme tout dans la vie, le corps humain, par exemple, est composé de nombreux éléments. Un corps sain doit avoir chaque élément qui doit faire ce qu'il doit faire. L'esprit, le cœur, le foie, les poumons, etc. S'ils perdaient de vue leur propre identité, nous ne pourrions pas fonctionner. D'un autre côté, s'ils étaient des entités complètement distinctes, vous n'auriez pas un corps sain et cohérent. C'est donc là le pouvoir de l'harmonie au sein de la diversité. C'est aussi diversifié que possible. Si quelqu'un ne savait pas mieux et voyait un être humain disséqué, Dieu nous en préserve, et ne le savait pas, un extraterrestre verrait cela, un martien verrait cela. Il ne saurait jamais que toutes ces choses sont réunies. Ainsi, vous verrez toute belle structure, que ce soit une structure artificielle ou une structure naturelle, elle est constituée de ces deux éléments. C'est donc une histoire, un récit fait de détails. Nos heures d'éveil sont bien plus axées sur la structure. Lorsque nous dormons et que l'esprit, soi-disant conscient, s'endort également, ce qui s'ouvre est le monde mystérieux du superconscient. Et l'une des façons dont c'est une expérience du superconscient. Le problème est que cela ne fonctionne pas selon les règles de structure. Donc, un rêve peut être complètement absurde, des choses qui, vous savez, pourquoi rêvez-vous de ça? Ou bien il peut s'agir d'une combinaison d'événements qui se sont produits aujourd'hui, hier, et qui se connectent soudainement d'une manière très étrange. Ce n'est même pas un récit. Vous aurez des personnages qui ne se connaissent pas, mais dans votre rêve, ils se réuniront. La première chose est que nous devons savoir sans essayer de lui donner un sens, parce que si vous essayez de prendre le superconscient et de le mettre dans une structure consciente, cela ne fonctionnera pas. Ce que vous voulez faire si vous analysez effectivement un rêve, c'est vouloir le décortiquer et dire « D'accord, laissez-moi voir quels éléments je peux extraire et peut-être en tirer quelque chose. » Mais comme je l'ai dit plus tôt, il est également essentiel de ne pas se laisser emporter par cela. Je connais des gens dont la vie ne fonctionne pas et qui deviennent désespérés, voire font un peu du sensationnalisme. Interpréter mon rêve. Les gens viennent me voir tout le temps. Je me souviens donc que mon professeur, mon mentor, disait à quelqu'un « Avant d'interpréter les rêves, voyons d'abord ce que nous faisons lorsque nous sommes éveillés. » Maintenant, bien sûr, nous avons des rêves. Nous avons des rêves dans la Bible, le rêve de Jacob. Nous avons les rêves de Joseph, l'interprétation des rêves, mais cela ne fait qu'ajouter à une vie consciente et responsable. Si votre vie consciente n'est pas en ordre, aller dans les rêves peut être une forme d'évasion. Comme beaucoup de choses, quand les choses ne vont pas bien, nous nous échappons. Il faut donc replacer cela dans son contexte. D'un autre côté, les rêves nous donnent un aperçu de cet état de superconscience. Et c'est vrai, il y a eu des moments, je le sais d'après ma propre expérience, où j'ai eu une question très intense. Je me suis endormi avec, et pendant la nuit, pendant le rêve, quelque chose m'est venu. Et vous vous réveillez et dites « Ah, j'ai compris ». Ce n'est pas nécessaire de manière très structurée, comme je l'ai dit. C'est comme si cela pouvait être complètement mêlé à 1 million d'autres choses qui se passent. Mais un aperçu, quelque chose venait d'un endroit plus profond. Et en vérité, le Talmud dit aussi une chose intéressante, à savoir qu'une personne rêve la nuit à propos de ce qu'elle pense pendant le jour. Donc, si vous vous concentrez sur quelque chose au quotidien, c'est probablement le cas, parce que c'est intéressant. Les rêves se concentreront parfois sur quelque chose qui compte vraiment pour vous sans que vous y pensiez nécessairement au quotidien. Je me souviens y avoir pensé une fois. Vous savez, quelque chose qui me préoccupait vraiment pendant la journée. Et la nuit, je n'en ai jamais rêvé. J'ai rêvé d'autre chose. Et puis, j'ai réalisé que quelque chose d'autre avait une signification. Mais c'est un processus compliqué. Et il n'y a vraiment pas de formule. C'est juste que nous devons savoir que c'est un aperçu de cette réalité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on nous donne des rêves. C'est de réaliser qu'il y a plus dans la vie que ce que l'on voit. Il y a plus dans la vie que l'esprit conscient structuré que nous avons et nos sentiments.
Et nous comprenons que c'est un cadeau de savoir qu'il existe une autre réalité. Que nous puissions ou non comprendre cette réalité est une autre discussion. C'est une autre question. Mais un rêve en est un véritable aperçu. Je voudrais donc dire qu'un rêve est aussi une expérience d'humilité, car il vous fait comprendre que ce que vous savez de la vie et ce que vous savez de votre propre vie structurée, des schémas et des routines, des choses dont vous dépendez, n'est que le sommet de l'iceberg. Et c'est une bonne analogie ici, la pointe de l'iceberg. C'est ce dont vous êtes conscient. Ce n'est pas ce dont vous n'êtes pas conscient. Ce n'est pas le superconscient. Et je dois ajouter que dans les écrits kabbalistiques, ils parlent de 2 niveaux de superconscient, alors qu'en vérité, il existe bien d'autres niveaux infinis, tout comme vous parlez de particules microscopiques ou subatomiques. Donc, la même chose dans le superconscient, il y a le superconscient, le super-superconscient. Donc, superconscient, j'ai déjà parlé de conscience active et inactive. Il y a aussi dans un sens un superconscient actif et un superconscient complètement fondamentalement caché. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Il y a des choses dans le superconscient qui dépassent la conscience, mais elles ne sont pas complètement interdites, ce qui signifie que vous en aurez un aperçu. Ils émergeront, ils peuvent demander des efforts. Avec des efforts et un certain engagement, on arrive à en tirer des leçons. C'est pourquoi une personne qui lutte et s'efforce réellement peut ouvrir les canaux du robinet et un plus grand flux d'idées affluera du superconscient. Mais il existe ensuite un niveau de superconscience qui reste en réalité complètement au-delà de la conscience. Et c'est comme ça que ça devrait être. Maintenant, bien sûr, il y a une envie, une tentation de vouloir y goûter, mais c'est comme le fait même, dès qu'on en prend conscience, ce n'est plus là, comme le mercure. C'est pourquoi, lorsque Moïse a demandé à Dieu « Montre-moi ton visage, montre-moi ta gloire », et Dieu dit « Tu ne peux pas voir mon visage et vivre, mais je te montrerai mon dos. Je vais vous montrer une dimension que vous pourriez contenir. Mais la dimension qui est au-delà, la seule façon de la ressentir est de ne pas regarder. Cela ne veut donc pas dire que vous n'en faites pas l'expérience, mais vous devez vous écarter parce que nous voulons. Je veux posséder, comme l'esprit conscient. Je comprends quelque chose. Le superconscient est en réalité qu'il n'y a pas de « je ». Et c'est vraiment le but. C'est pourquoi j'appelle cela de l'humilité. Cela nous enseigne l'humilité qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Parlons donc un instant de l'intelligence de cette manière. La plupart des gens considèrent l'esprit comme notre atout le plus puissant. Je comprends les choses. Je suis capable de traiter, d'évaluer et de tirer des conclusions. Peut-être que je peux créer une entreprise et gagner de l'argent. Je peux innover. C'est là que se trouve l'esprit. Et c'est un outil très puissant. Un outil très puissant. Cependant, il y a autre chose à propos du renseignement sur lequel beaucoup d'entre nous ne se concentrent pas. Ce n'est pas une fin en soi. L'intelligence est là pour nous aider à révéler une vérité supérieure. Garde cela à l'esprit. Ce n'est pas seulement que vous êtes un homme ou une femme intelligent et que vous êtes capable d'innover. Et puis, quels que soient les avantages que vous en retirez ou si vous êtes simplement capable de voir les choses plus que les autres grâce à votre intelligence. Mais il s'agit de faire l'expérience d'une vérité supérieure. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez dire « Je comprends quelque chose où l'idée est comprise ». Est-ce que l'idée me capture ou est-ce que je capture l'idée? Est-ce que je possède l'idée ou est-ce que l'idée me possède? Il y a donc un niveau où je comprends. Et puis, il y a un autre niveau où vous êtes élevé et absorbé dans la compréhension. Il y a une expression du prophète Isaïe. Il dit que l'avenir sera un monde rempli de connaissances divines alors que les eaux recouvrent la mer. Pensez aux eaux qui recouvrent la mer. La connaissance est comparée à l'eau, mais on peut avoir de l'eau sur terre. C'est comme l'intelligence consciente. Lorsque les eaux recouvrent la mer, cela signifie que les eaux sont dominantes et que les fonds marins ne sont pas visibles. En d'autres termes, la connaissance vous a absorbé,
et vous faites désormais partie d'une connaissance supérieure, d'une réalité supérieure. Et c'est là que l'ego individuel, et je ne parle pas nécessairement de l'ego de manière négative, l'identité individuelle est absorbée et complètement consommée par quelque chose de plus grand que vous-même. Pensez à regarder une merveille naturelle, une belle œuvre d'art, en écoutant une musique exquise. Ce qui se produit, on y est parfois tellement absorbé. Vous lisez un livre, vous ne réalisez même pas que vous tournez les pages. Vous vous êtes perdu dans l'expérience dans le bon sens. C'est l'une des expériences les plus gratifiantes. Et puis, quand on en sort, on réalise soudain que c'était magique. Être dans la zone où l'objet et le sujet convergent et se fondent en un seul. Cela ne fonctionne tout simplement pas selon nos conditions. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que la conscience est selon nos conditions. Elle est compartimentée, elle est structurée, je le comprends. Le superconscient, c'est que vous lâchez prise et expérimentez quelque chose qui vous dépasse. Et le super dépend entièrement de la vérité elle-même. La vérité complète elle-même. Le niveau intermédiaire est celui où vous vous suspendez et vous laissez absorber par la vérité. Et vous voulez attirer tout cela dans la conscience. Il y a beaucoup de discussions à propos des écrits kabbalistiques et hassidiques à ce sujet, car en fin de compte, c'est ainsi que nous grandissons. C'est ainsi que nous devenons des personnes formidables. C'est ainsi que nous atteignons l'excellence. Mais comme vous le voyez, c'est un voyage. Et les rêves en font partie. Ils nous donnent un aperçu. C'est comme vous donner un aperçu d'un monde qui dépasse nos structures habituelles. Et parfois, nous pourrions y trouver un sens et l'interpréter, mais bien souvent, nous n'y parvenons pas. Mais c'est bien. Même si vous ne pouvez pas, c'est aussi un aperçu. Et peut-être est-ce simplement le fait qu'il existe une autre réalité que vous ne comprenez pas. Aucun problème avec cela. C'est comme se tenir sur une montagne où l'on n'est plus sur un plateau ou dans une vallée. Et vous voyez un vaste horizon au-delà de votre portée. Vous regardez le ciel, les cieux, le système solaire, au-delà des systèmes solaires. Richard Feynman, le physicien, a parlé de l'immensité. Cette immensité en elle-même est une expérience humiliante. Cela signifie qu'il existe une réalité plus grande que nous-mêmes. Il en est arrivé à la conclusion qu'il se demandait pourquoi Dieu existe-t-il. Pourquoi Dieu créerait-il autant d'espaces vides ou viderait-il autant d'espaces que personne n'utilise? Mais le simple fait qu'il existe d'une manière si énorme et infinie, un univers en expansion infinie, cela seul nous dit que la réalité supérieure, les vérités supérieures nous dépassent. Et cela nous ouvre à l'expérience de cela. Il n'est donc pas nécessaire que tout soit contenu et compris. Parfois, la mystique de quelque chose est précisément ce dont vous avez besoin. Et c'est la plus grande bénédiction. Vous essayez de comprendre autant que vous le pouvez. Et puis vous vous ouvrez, vous vous abandonnez et vous vous laissez absorber par quelque chose qui vous dépasse. Quand vous entendez un beau morceau de musique, c'est ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de l'évaluer et de le disséquer. À bien des égards, vous compromettez son intégrité même, sa pureté lorsque vous commencez à faire cela. Mystique est quelque chose de formidable à adopter. Et les rêves, la mystique des rêves, nous ouvrent à cette réalité, tout comme d'autres expériences qui ouvrent la porte cachée. William Blake a dit que, tout comme les portes de la perception sont nettoyées, lorsque les portes de la perception sont nettoyées, vous voyez les choses telles qu'elles sont. L'unité infinie. C'est donc vraiment un concept mystique qui renvoie aux idées dont nous parlons. Mais nous ne voulons pas seulement l'unité infinie, nous voulons que l'unité infinie soit canalisée dans les structures finies de notre existence. Voilà donc, mes amis, une sorte de rêve, la Kabbale des rêves, et son rapport avec nous et nos vies personnelles. Et je veux vous bénir tous pour ouvrir ces canaux, vous enrichir et vous permettre d'être absorbés dans des expériences supérieures. Il n'est pas nécessaire de tout posséder. Vous savez,
Nous vivons dans une société de restauration rapide, de gratification instantanée. Nous voulons tout posséder, acquérir des choses, des acquisitions. Certaines choses sont mieux vécues, les choses les plus vraies, la vérité, l'âme, l'amour, les vérités supérieures, les réalités supérieures, sont mieux vécues lorsque nous lâchons prise et laissons simplement émerger au lieu de nous saisir. On ne peut pas arracher une fleur du sol. Il faut le laisser émerger. Et il y a un processus et une émergence. Vous l'arrosez, vous le nourrissez, puis il émerge. C'est ainsi que le superconscient et le conscient travaillent ensemble. Alors tout le monde fait des rêves agréables. Apprenez, laissez-le ouvrir ses canaux, apprenez-en. Et puissiez-vous expérimenter les plus grandes perspectives de fusion de l'infini et du fini. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis mes amis. Merci.